petit peu, et puis après je prends la main. Je commence à présenter le cas. Ouais. Voilà, bonjour à tous. Donc, merci d'être avec nous à cet atelier. C'est une question importante que nous allons aborder avec Benjamin Pariante, que vous connaissez, qui travaille à Lille, et moi je suis Édouard Louis de Liège en Belgique. Laurent Perrin l'a présenté dans son topo. Quand on commence à traiter de plus en plus de malades assez tôt dans la maladie avec des traitements intensifs, avec des objectifs ambitieux, c'est aussi avec dans la tête l'idée qu'à un moment donné, on peut diminuer la thérapie pour de multiples raisons, pour des raisons de sécurité, de coût, tout ce que vous voulez. On va d'ailleurs en venir là-dessus. Donc c'est une question qui est très présente à la fois pour les malades, pour les médecins, pour les systèmes de soins de santé. Mais, comme vous allez le voir dans ce topo, il y a encore beaucoup de questions sans réponse et surtout, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Parce que des désescalades sauvages de traitement, d'ailleurs qu'elles soient décidées par le médecin sans garde-fou ou par le patient, parce que finalement le médecin n'a pas abordé la question, et ça c'est un élément important, quand le médecin n'aborde pas cette question, le patient va le faire parfois de lui-même, et c'est quelque chose qui est probablement pas très bon. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer à travers cet atelier, c'est que voilà, il y a probablement, ou il y aura probablement des indications de décroissance, mais il faut qu'on y réfléchisse et il faut qu'on balise ça. Et donc on a préparé ça à travers un cas clinique interactif, et puis on terminera, parce que le cas clinique est basé sur une maladie de Crohn, mais la question est peut-être un peu différente dans la rectocolite, surtout on a beaucoup moins de données dans la rectocolite, mais à la fin on abordera aussi la rectocolite. Alors je vais commencer par présenter le cas et on va discuter ça au fur et à mesure avec Benjamin. Donc Johanna a 26 ans, elle a eu un diagnostic en juillet 2015 d'une maladie de Crohn iléopancolique avec des ulcérations diffuses. Elle a été traitée, comme classiquement lors d'une première poussée, par corticoïdes, mais elle avait un seuil de corticodépendance à une dose de 30 mg de prednisolone, et de façon toujours logique, face à une corticodépendance, on peut envisager l'introduction d'une purine, l'azatioprine, introduite en septembre 2015. Vous voyez que 4 mois plus tard, elle est toujours symptomatique. La CRP reste modérément élevée à 35. On est devant donc un échec finalement, au moins partiel, de l'azatioprine, puisqu'il n'a pas pu contrôler complètement la maladie, et décision est prise d'introduire l'infliximab. Et en fait, 5-6 mois plus tard, lors de l'évaluation, en juillet 2016, elle est en rémission clinique. La CRP a enfin baissé à 3 mg. Vous voyez qu'en 2016, ça représente un peu ce qu'on faisait. On n'utilisait pas autant la calprotectine qu'aujourd'hui. Donc on n'avait pas la valeur de calprotectine ici. On lui fait une iléocoloscopie, une entéro-RMN. L'iléocoloscopie ne montre plus d'ulcération. La RMN ne montre pas de signe de lésion active. Donc on a atteint notre objectif. Et finalement, la patiente continue à être traitée par cette combinaison thérapeutique. Et là, on se retrouve aujourd'hui, janvier 2019, 2 ans et demi plus tard, après avoir atteint cet objectif thérapeutique. Elle est toujours en rémission. Elle a une iléocoloscopie, une entéro-RMN qu'on a fait récemment, qui sont comme elles l'étaient en mi-2016, donc ça va bien, il n'y a pas de progression de la maladie, pas de signe d'activité. Et elle vous interroge parce qu'elle a envie d'avoir un bébé, et c'est pas prévu là dans l'immédiat, mais elle commence à y penser. Et elle dit, est-ce que je peux continuer ces 2 traitements durant la grossesse? Est-ce qu'il ne faut pas quand même essayer de les arrêter, etc. Donc voilà, Benjamin, c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors peut-être, avant de donner la parole à Benjamin sur la discussion des données disponibles dans cette thématique, est-ce que dans l'Assemblée ici, parmi les cliniciens, est-ce que c'est un problème auquel vous êtes souvent confrontés? Cette question que les patients vous posent: docteur, j'ai envie d'avoir un bébé, qu'est-ce que je fais avec mes traitements? Levez un peu le bras ceux qui sont souvent confrontés à ce type de problématique. Alors, merci. Est-ce que, deuxième question, est-ce que vous trouvez que cette problématique est simple? Est-ce que vous êtes à l'aise pour répondre à cette question? Ceux qui sont très à l'aise, levez le bras. Donc c'est compliqué. Et c'est compliqué, et Benjamin va vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont tendance quand même à envisager d'arrêter tous les traitements?
quand les malades vont bien comme ça, est-ce que parce que c'est souvent un peu la demande des patients, hein, l'air de rien. Autant quand il n'y a pas de grossesse, ils sont contents de leur traitement et ça se passe bien, ils sont pas peut-être très chauds pour arrêter. Quand il y a une grossesse, moi je remarque les patientes sont quand même très inquiètes par rapport au traitement. Donc dans votre pratique, est-ce que vous êtes enclin à envisager de tout arrêter? Minorité. Et qui alors a tendance à poursuivre au moins une partie du traitement? La majorité. Hein. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même pas une réponse unanime, parce que je pense que c'est des questions difficiles et qui dépendent parfois de la psychologie des patientes. Alors Benjamin, peut-être on va un peu discuter les données disponibles sur le sujet. Hein. Donc du coup, on peut un peu envisager les raisons pour un patient d'arrêter un traitement. Alors c'est des raisons un peu évidentes, mais qui sont très importantes pour les malades, en particulier les notions de safety, de sécurité, c'est-à-dire d'effets secondaires qui peuvent être induits soit par un, soit comme on le voit là, et comme c'est souvent le cas, par 2 médicaments. Ensuite, il y a des situations spécifiques. Là, en l'occurrence, pour la patiente, c'est un projet de grossesse, mais il y a d'autres situations spécifiques. Il y a le coût. Alors, on n'est pas très sensibilisé à ça en France parce que on paie un peu rien. Enfin, on a le sentiment de rien payer, on va dire. Mais c'est quelque chose de très important et qui va nous être demandé de plus en plus. Et on voit ça avec l'avènement des biothérapies qui sont limitées dans leur prescription uniquement par le coût. Et puis, il y a les inquiétudes et les priorités des patients qui, comme vous l'a dit Laurent Perrin-Biroulet avant, ne sont pas toujours les mêmes que celles des médecins. Et puis, il y a l'observance thérapeutique qui, là aussi, probablement, intuitivement, risque d'être meilleure si on a moins de médicaments prescrits. Alors, les données de sécurité ont été discutées, mais on a quand même de plus en plus de données qui concordent dans le même sens, en particulier chez les malades qui sont traités en combothérapie. Donc là, vous avez 2 études qui ont été pilotées en partie par l'équipe de Saint-Antoine et qui sont très intéressantes parce que ces études ont été publiées l'année dernière et sont des études en population. C'est-à-dire qu'à l'inverse de toutes les données en fait, de tolérance qui étaient publiées jusque-là, qui en général ne portent que sur des centres tertiaires, c'est-à-dire des patients très sélectionnés, là ça prend en compte les données de la SNIRAM, enfin bon, les données de la Sécu en gros, et ça prend en compte quasi tous les malades de France qui ont une maladie inflammatoire du tube digestif déclarée. Et donc vous voyez le tableau en bleu en haut, c'est le risque de lymphome sous anti-TNF seul, sous thiopurine seul ou sous combothérapie. Et donc, quand on voit ici les données, vous voyez que sous thiopurine seul, il y a quand même, par rapport aux patients qui ne sont pas exposés, un risque 2 fois plus élevé de faire un lymphome. Ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit que le risque sous anti-TNF seul, il est à peu près équivalent au risque sous thiopurine seul. Il est augmenté 2 fois pour le risque de lymphome, et ça, c'est assez important parce que c'est une donnée qu'on n'avait pas clairement jusque-là. Donc vis-à-vis du risque de lymphome, être sous anti-TNF ou sous thiopurine, ce n'est pas radicalement différent, en dehors peut-être des personnes âgées. Il y a un risque à peu près 2 fois augmenté. Mais la donnée surtout qui est très intéressante, c'est que chez les patients qui ont les 2 médicaments, et vous voyez le risque est ici, on a un risque qui est 6 fois augmenté. Donc la combothérapie est un problème vis-à-vis du risque de lymphome. Alors quand on donne des risques relatifs comme ça, c'est toujours très anxiogène pour les patients. Il faut probablement quand même pas l'exposer comme ça. Il faut le prendre en compte pour essayer de diminuer les traitements, mais on parle quand même de risques qui sont très rares. Le risque de lymphome est très rare dans la population générale, et augmenter un risque très rare x2 ou même x6, ça reste un risque rare. C'est pour ça qu'il ne faut probablement pas donner des risques relatifs, mais des risques absolus quand on communique avec les patients sur les effets secondaires des traitements. Sinon, vous imaginez que si on dit à un patient que quand on le met sous combothérapie, on augmente x6 le risque de lymphome, c'est quasi impossible pour un patient d'accepter ça. Si en revanche on dit qu'il y a un risque sur 10 000 et qu'il passe à 5 risques sur 10 000, on voit que c'est moins anxiogène. Puis la même équipe s'est intéressée aux risques infectieux, sous thiopurine seul, sous anti-TNF seul ou sous combothérapie. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que le risque d'infection dite sérieuse, les infections dites sévères, c'est celles qui conduisent les patients à l'hôpital. Là aussi, on voit qu'elles sont augmentées de manière à peu près équivalente sous thiopurine seul ou sans anti-TNF seul, mais qu'elles sont significativement augmentées sous combothérapie, avec probablement des profils d'infection un peu différents sous anti-TNF, sous thiopurine ou sous combothérapie. Mais probablement, on donne des traitements plus intenses. Laurent vous a parlé après du fait qu'on traitait les malades de plus en plus tôt, et ça c'est vrai dans la maladie de Crohn, mais ça devient de plus en plus vrai dans la rectocolite hémorragique. Mais on a quand même des effets secondaires qui existent et qui sont certains et qui sont augmentés sous combothérapie. Donc probablement, il faut traiter tôt les patients, il
faut les traiter avec des stratégies ambitieuses, mais il faut avoir comme objectif le fait qu'on va pouvoir au moins diminuer un peu les traitements, voire en arrêter un des deux quand on a 2 traitements, parce qu'il y a ces risques lymphomateux et surtout infectieux qui vont être très ennuyeux pour les patients. Alors la patiente nous parlait de grossesse. Alors les données de grossesse, c'est pareil, hein, c'est très embêtant, souvent c'est des données rétrospectives, etc. Il y a ce travail très intéressant, qui est un des seuls travails prospectifs, qui a étudié les patientes qui vont être enceintes sous anti-TNF seul, sous thiopurine seul, sous combothérapie ou sous aucun de ces traitements. Il y a plus de 1000 patientes qui ont été traitées, et en plus ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont suivi ensuite les nouveau-nés pendant 1 an. Et en gros, les messages de ce papier, les principaux messages, c'est que, en gros, durant la grossesse, il n'y a pas de différence que les patientes soient exposées à rien, à l'un des traitements ou aux 2 traitements. Et le seul risque qui paraît augmenter, c'est chez les femmes qui ont reçu une combothérapie pendant la grossesse, il y a probablement un risque d'infection augmenté chez le nouveau-né pendant la première année de vie. Donc quand même, on a des messages globalement rassurants sur grossesse et médicaments, du moins les médicaments qu'on utilise depuis plus de 10 ans, parce que là on a un recul suffisant. Thiopurine anti-TNF ou combo, pas trop de problèmes pendant la grossesse. Peut-être quand même pour le nouveau-né dans la première année de vie, les femmes qui auront eu besoin d'une combothérapie, ou du moins chez qui une combothérapie aura été maintenue, on a peut-être un risque infectieux un peu augmenté pour l'enfant. Alors c'est l'occasion de vous montrer assez rapidement mais les données qu'on a aujourd'hui sur grossesse et médicaments. Donc anti-TNF seul, le registre Piano qui vient d'être montrait qu'il n'y avait pas de problème. Et cette méta-analyse qui a été publiée il y a 4 ans maintenant s'intéressait au risque d'avortement spontané, donc de grossesse interrompue, de prématurité, de retard de croissance intra-utérin ou de malformation. Et vous voyez que dans cette méta-analyse, pour ces 4 risques, qui sont les principaux risques chez les femmes enceintes pour les nouveau-nés, il n'y a pas de différence entre anti-TNF ou pas anti-TNF. Donc vraiment, on a quand même un signal rassurant aujourd'hui sur le devenir à la fois des patientes, mais aussi des nouveau-nés de femmes exposées sous anti-TNF seules. Les nouvelles, alors du coup, se pose la question de quand arrêter l'anti-TNF, et ça, il n'y a pas un message extrêmement clair. Vous voyez, il y a les recommandations ECHO européennes, et en dessous, les recommandations américaines. Si on regarde les recommandations ECHO, ce qui est recommandé, c'est d'essayer d'arrêter l'anti-TNF si la patiente est exposée à peu près à 24-26 semaines de grossesse. Si on regarde les recommandations américaines, ils disent plutôt, avec un niveau de preuve élevé, qu'il faut continuer l'anti-TNF pendant toute la grossesse et que chez certaines patientes sélectionnées, avec un risque de rechute faible, on peut discuter l'arrêt de l'anti-TNF vers 22-24 semaines. Bon, donc le terme n'est pas trop discuté, il faudra arrêter à peu près à 20 semaines d'aménorrhée. Mais je pense ce qui est important, et on en reparlera après, c'est que l'arrêt de l'anti-TNF pendant la grossesse, ce n'est pas du tout toutes les patientes, parce que le plus ennuyeux pour une patiente, c'est de faire une poussée pendant la grossesse. C'est là qu'on a un risque élevé de prématurité, c'est là qu'on a un risque élevé de retard de croissance intra-utérin et de tous les problèmes liés à la prématurité. Donc l'anti-TNF doit s'envisager comme pouvant être arrêté chez une femme enceinte uniquement si la maladie est vraiment bien contrôlée, auquel cas on l'arrête vers 20 semaines d'aménorrhée. Si la maladie n'est pas parfaitement contrôlée, probablement, il ne faut pas arrêter le traitement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Édouard, de ça. Je pense qu'il n'y a pas de message clair. Voilà, c'est un point qui mérite discussion parce que ce message laisse un petit peu imaginer que lorsqu'on arrête à 20-24 semaines, le bébé ou le nouveau-né est complètement en sécurité. Or, les immunoglobulines sont transportées activement à partir de la 20e semaine, à travers le placenta. Ce qui veut dire que quand vous arrêtez entre la semaine 20 et 24, le bébé, il y a encore un transport qui se passe pendant facilement 8 semaines, donc le bébé va naître malgré tout avec des taux qui seront effectivement plus bas que si on arrête au dernier moment, mais comme la pharmacocinétique chez les bébés comme chez la maman est très variable, vous allez avoir des bébés avec des taux très significatifs, même en ayant arrêté le médicament à la 24e semaine. Et donc, moi, j'ai parfois un peu peur que cette recommandation donne une fausse réassurance. Donc, encore une fois, Benjamin l'a montré, il n'y a pas de signe d'augmentation du risque de malformation, mais il y a ce qui se passe la première année de vie du bébé, il y a comment il faut gérer les vaccins, et donc il faut être bien au courant que les vaccins vivants, atténués,
comme le BCG, on ne le fait plus en Belgique, je ne sais pas si vous le faites encore en France, le BCG. A priori non, ça dépend des régions, mais quasi pas. Mais donc il y a ça. Il y a le rotavirus qui est fait notamment pour l'entrée dans les crèches, maisons d'accueil pour les bébés. Donc ces vaccins-là sont contre-indiqués tant que le bébé a de l'infliximab circulant. Et ça veut dire quoi ça? Parce qu'on ne va pas doser l'infliximab des bébés. Exactement. En clinique, donc en fait, en pratique, au-delà de 6 mois, les taux sont en général à 0, mais quand même, il faut savoir qu'il y a eu des cas rapportés avec des taux détectables à 9 mois après la naissance du bébé, donc l'élimination est très très lente. Et donc c'est pour ça que je trouve que ces recommandations, bien qu'elles soient relativement convergentes, je trouve qu'il faut les prendre quand même avec un peu d'esprit critique. Et moi, de mon point de vue, mais ça n'engage que moi, lorsque on veut réellement, on a quelqu'un qui est vraiment en rémission stable, tranquille, comme notre patiente ici, qu'on décrit, je ne vois pas pourquoi on n'arrêterait pas à la 12e ou à 14e semaine. Et moi, c'est ce que nous faisons dans notre pratique, parce que là, vous avez éliminé le médicament avant de passer ce cap des 20 semaines où le médicament est transporté. Et pour moi, vous n'augmentez pas fortement le risque de rechute. Et dans notre pratique, on ne le voit pas. Donc je dirais, l'attitude que j'ai, c'est vraiment pas de suivre pour vous dire cette recommandation, mais c'est de dire, quand la patiente va parfaitement bien, j'arrête plus tôt. J'arrête à la 12e semaine. Je dis à la patiente, vous pouvez démarrer une grossesse, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème sur l'implantation et le molécule ne passe pas. Mais vous me contactez dès que vous êtes enceinte, on refait le plan et si la malade est vraiment en rémission avec une calpro normale, CRP normale, on arrête à la 12e semaine. Si par contre la malade reste active, eh bien dans ce cas-là, on continue. Et on continue jusque très tard. Et on se met en contact avec le pédiatre et on adapte éventuellement les plans de vaccination et on a un œil sur le bébé. Donc je ne sais pas ce que tu en penses. Ici dans la salle, quel est votre... Bon, c'est compliqué, hein, mais... Donc, la patiente qu'on vous a présentée, donc est une patiente vraiment, ça fait 2 ans et demi qu'il ne se passe rien. Et vous avez des preuves endoscopiques, RMN, biologiques, qu'elle est en rémission totale. Dans ce cas-là, qui, dans la salle, arrêterait l'anti-TNF au tout début de la grossesse? Au tout début de la grossesse. Minorité. Ça veut dire que tous les autres continuent les 2 médicaments pendant la grossesse? Alors, qui l'arrêterait selon les recommandations ECO, vers la 20-24e semaine, clairement plus. Qui continuerait le médicament tout le long de la grossesse chez cette patiente? Petite minorité. Donc la majorité suit quand même la recommandation ECO. Hein, et puis on a 2 minorités qui vont être... je sais pas comment... Alors, juste, j'ai une question sur la remarque que tu as faite. Moi, je fais comme toi, j'expliquerai aussi pourquoi après. Mais tu veux dire, toi, quand la patiente, tu ne l'as exposée, entre guillemets, que jusqu'à 12 semaines, tu dis qu'elle peut vacciner son enfant avec des vaccins vivants la première année? A priori, oui. Donc, en fait, il faut... Souvent, on a des données sur la pharmacocinétique de la patiente aussi. Il y a bien eu un dosage ou l'autre qui a été fait. Mais normalement, à la 8e semaine, les taux sont très bas. Donc, le transport va être très, très faible. Et donc, de là à la grossesse, c'est beaucoup plus faible. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de mesures particulières de prévention. C'est arrêté avant la 12e semaine. Cela étant, je reviens plus pragmatiquement, le BCG, on ne le fait pas en Belgique, et le rotavirus, c'est l'entrée à la crèche, c'est le 6e mois environ. Donc ça va. Ben voilà, ça va. La majorité des cas. Mais tu vois, des malades qui sont jusqu'à la 24e semaine, ben je serais un peu moins confiant. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça. Donc ceux qui l'arrêtent à la 24e semaine, par exemple, quel message donnez-vous au pédiatre? Est-ce que vous avez une interaction avec le pédiatre dans ce cas-là? Est-ce que vous prenez certaines mesures de sécurité ou pas spécialement? Je ne sais pas qui veut communiquer là-dessus. On a très peu de rapports avec les pédiatres en réalité. On informe la patiente, mais c'est vrai qu'il y a une carence d'information en aval, quoi. Et donc je crois que c'est un peu le problème, tu vois, de ces recommandations. Je pense qu'elles, à mon sens, elles sont un peu faussement rassurantes. Je dis pas qu'il faut pas les suivre, je dis pas qu'elles sont pas bonnes ces recommandations, mais je dis simplement qu'elles laissent entendre que si vous arrêtez à la 24e semaine, vous êtes tranquille. David. Alors, il y a un peu de données sur ça. Donc, alors, la question était, est-ce que le raisonnement est le même, quel que soit l'anti-TNF? Je pense que grossièrement, il faut répondre à peu près oui.
D'accord, c'est à peu près oui. Mais il y a des données publiées qui montrent quand même que probablement l'adalimumab passe comme l'infliximab, mais que les mamans exposées à l'infliximab, leurs nouveau-nés vont avoir un anti-TNF dans le sang plus longtemps que les mamans qui vont être exposées à l'adalimumab. Donc pour le nouveau-né, il y aura des taux résiduels qu'évoquait Édouard. Dans les 6 premiers mois en général avec l'adalimumab, ça va disparaître. Avec l'infliximab, il y a des données qui ont montré qu'il en persistait jusqu'à 12 mois, ou même parfois jusqu'à 18 mois. Je pense que quand même c'est des nuances réelles au sens propre de nuances et qu'il ne faut pas avoir une attitude très différente. Moi, je rejoins tout à fait Édouard sur le fait qu'il faut être très binaire. Soit on l'arrête à un moment où le passage materno-fœtal va être quasi nul, c'est-à-dire 12-14 semaines, soit probablement c'est bien de le maintenir toute la grossesse, parce qu'on a un bénéfice très faible à arrêter comme c'est recommandé là, puisqu'on va avoir un passage materno-fœtal à partir de 22-24 semaines qui est réel, et les études ont montré en fait que les taux résiduels chez l'enfant sont pas liés à quand le médicament est arrêté pendant la grossesse, 2 ou 3e trimestre. Dès l'instant où ça passe, on peut avoir chez le nouveau-né des taux plus ou moins élevés, que ce soit arrêté au 2e ou au 3e trimestre. Donc moi en pratique, je fais comme Édouard, mais je crois qu'il n'y a aucun message clair à donner, il y a un niveau de preuve qui n'est pas suffisant, mais ce que je partage avec Édouard, c'est qu'il ne faut pas donner l'idée qu'arrêter à 22-24 semaines préviendrait le bébé d'être exposé, parce que ça, on est sûr que ce n'est pas le cas. Si vous arrêtez après la fin du 1er trimestre, l'enfant aura vraisemblablement des taux résiduels d'anti-TNF dans le sang. Mais pour répondre à la question de David, moi, je ne change pas du tout en fonction de l'anti-TNF. Je ne sais pas toi, Édouard, si tu changes quelque chose. Moi non plus. Mais je trouve aussi que la proposition qui est faite ici de 20 à 24 semaines, en fait, résout rien. Elle vous expose à 2 problèmes. Le problème de devoir tenir compte quand même du passage placentaire et le problème que vous arrêtez quand même votre traitement. Imaginez que votre malade soit un peu moins bien contrôlée. Elle va pas trop mal, mais quand vous la revoyez, elle vient à 8 semaines de grossesse, 10 semaines de grossesse, et vous faites une cale profécale qui est très élevée. Est-ce que vous l'arrêterez aussi à la 24e semaine ? Probablement que vous avez intérêt à poursuivre jusque tard. Et donc, là, par contre, je pense que c'est vraiment important que le pédiatre, enfin, d'interagir avec le pédiatre, qu'il soit au courant, qu'il y ait un contact. Excusez-moi, vous n'avez pas de patientes qui ont flambé à l'arrêt? Parce que moi, ce qui me fait maintenir le traitement, c'est que j'ai 2-3 patientes que j'ai failli perdre. Donc, certes, l'enfant aurait été en vie, mais la mère n'aurait peut-être pas été là. Et du coup, je suis très réticente à arrêter les traitements en cas de grossesse. Donc, c'est une excellente remarque. C'est évidemment le risque. Et donc, il faut bien évaluer le bénéfice-risque. Dans ma pratique, non. Je n'ai pas eu ce cas de figure sur plusieurs dizaines de grossesses quand même menées. Mais encore une fois, la stratégie d'arrêt à la 12e semaine, je ne la pratique que si les marqueurs biologiques sont très bas. Donc ce sont des malades qui ont eu une histoire très calme au cours des derniers temps et le bilan qui est fait au moment où on diagnostique la grossesse, finalement, montre que la maladie reste extrêmement calme. Franchement, dans ce cas de figure, moi, j'ai pas... Alors, j'ai eu 1 ou 2 petites exacerbations qu'on a traitées une fois en reprenant l'anti-TNF, une fois avec 2 semaines de corticoïdes et c'était tout. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été catastrophique, quoi. Donc, et il y a des données aussi de Janneke van der Wood qui a tendance aussi à Rotterdam à arrêter les anti-TNF plus tôt que ses recommandations-ci. Elle a comparé d'ailleurs le décours des grossesses chez ces malades où on arrêtait plus tôt et les malades chez qui on arrêtait plus tard. Elle ne voyait pas de différence. Donc, mais je vous rejoins, il faut être prudent et voilà. Donc, si on a un doute sur le contrôle de la maladie, clairement, il faut continuer le traitement. Mais je pense que l'arrêter à la 24e semaine ne résout rien et vous expose en plus au problème alors que vous l'arrêtez justement. Mais je veux dire, tant qu'à faire, alors on le continue. Et par contre, on se met en contact avec le pédiatre et on adapte les choses. Je suis tout à fait d'accord. Il y a 2 choses. Il y a éviter les poussées pendant la grossesse, et ça, c'est le plus important. Donc, du coup, l'arrêt de traitement ne peut se discuter qu'en cas de rémission profonde, avec des données, des biomarqueurs, ou si on a des données d'endoscopie ou d'imagerie qui précèdent un peu la conception. Mais on ne peut arrêter les traitements que chez les patientes en rémission profonde, parce que là, on aura le bénéfice que l'enfant ne soit pas exposé. Mais en dehors de ces cas de patientes en rémission profonde, je pense, au vu des données qu'on a, qui sont rassurantes pour la mère et pour l'enfant, il ne faut pas arrêter les traitements. Allez-y, monsieur. Oui, une question très pratico-pratique. Les vaccins, il y a une AMM, il y a un risque pour le bébé, je pense au bébé. Alors, votre démonstration d'arrêter à 12 semaines est tout à fait séduisante, mais quand le pédiatre nous pose la question, est-ce que je peux vacciner le bébé avec un vaccin vivant ?
Est-ce qu'on peut lui répondre? Oui, parce que j'ai arrêté à la 12e semaine. D'un point de vue médico-légal. Parce que nous sommes en Île-de-France dans une zone de forte endémie de tuberculose et le BCG peut être recommandé dans certains endroits. Donc sur le plan médico-légal, c'est probablement difficile parce que vous n'avez pas une preuve absolue. Je vous dirais sur le plan médical, le risque que le bébé ait des taux sanguins à ce moment-là est extrêmement faible, voire nul. Mais comme vous savez, en médecine, c'est jamais, toujours, jamais, jamais. Donc sur le plan médico-légal, je crois qu'il faut être quand même très prudent. Si vraiment il y a le taux peut être mesurable chez le bébé, hein, ça peut se faire. Bon, c'est pas l'idéal, mais je veux dire c'est tout à fait faisable. Hein, si vous avez un doute. Maintenant, donc encore une fois, je pense que parmi les vaccins qui se font, je ne sais pas si en France il y a des vaccins vivants qui se font à la naissance ou très tôt. Non, c'est comme toi. Ben voilà. Donc on est quand même à 6 mois. Et là vraiment, un traitement que vous avez arrêté à la 12e semaine. C'est-à-dire qu'il y a eu 8 semaines pour s'éliminer avant que le passage placentaire se fasse. Donc s'il y a quelque chose qui passe, c'est très peu. Et puis qui serait encore à des taux significatifs à 6 mois, vraiment, c'est pas zéro, mais franchement, c'est extrêmement bas. Donc, on se met en tout cas dans une situation qui est plus facile par rapport à la gestion de ces risques, quoi. Pour le BCG, il y a eu des données initiales qui étaient assez anxiogènes, suggérant que des bébés pouvaient faire des choses graves quand exposés. Là, il y a une étude du GTED qui a été pilotée par Marion Simon qui montrait qu'en fait, a priori, il n'y avait pas d'événement si grave s'il y avait eu un BCG qui avait été réalisé alors que la maman avait reçu un anti-TNF. D'accord ? Néanmoins, moi, je pense que si la maman est exposée, c'est mieux de ne pas faire le BCG, quelle que soit la date d'arrêt, parce que voilà, c'est plus pour prévenir l'enfant d'infections néonatales autres, mais je pense que les vaccins vivants, il faut rester relativement au moins attendre 6 mois, quoi. J'avais juste une question, en fait c'était une combothérapie il me semble sur la patiente, donc l'Immurel vous en faites quoi? Vous le gardez? Est-ce que vous êtes couvert par l'Immurel? Simplement le fait d'avoir gardé l'Immurel ça vous couvre? Est-ce que ça gêne au niveau des vaccinations ou pas du tout? Donc alors, ce qui a été montré quand même dans le registre Piano, c'est que les mamans qui avaient pris une combothérapie pendant la grossesse, les bébés étaient exposés à un risque un peu plus élevé d'infection néonatale. Donc ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Il y a également eu des études qui montraient que lorsque les taux de métabolites actifs de cystégène étaient relativement élevés, au-dessus de 400, c'était un petit peu plus à risque pour le bébé dans la période périnatale. Et donc, ce qui est conseillé aussi quand on maintient la purine, c'est peut-être de mesurer ces taux avant la grossesse et, le cas échéant, de les ramener en dessous de 400, puisque, comme vous savez, on est quand même tranquille sur le plan thérapeutique entre 250 et 400. Donc, il y a également des mesures à prendre par rapport à la purine. Moi, j'ai tendance à maintenir la purine pendant la grossesse, vraiment sans aucun problème. Et je dirais que chez quelqu'un qui est en combo, c'est aussi ça qui est rassurant, c'est qu'on sait quand même que le risque de rechute, si vous arrêtez seulement l'anti-TNF, est moindre que si vous arrêtez les deux, probablement. Et donc, maintenir la purine, ça me paraît tout à fait raisonnable si vous avez arrêté l'anti-TNF, et ça pendant toute la grossesse. Mais ce qu'on fait habituellement, nous, c'est qu'on mesure les cystégènes pour voir s'ils ne sont pas à des taux extrêmement élevés, mais voilà. Ça veut dire que tu ne te poses pas la question d'arrêter la purine en cas de combothérapie, je parle? Oui, en cas de combothérapie, je maintiens la purine, moi. Tu discutes l'arrêt de l'anti-TNF ou aucun arrêt, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Exactement. Jean-Marc, ouais. Oui, est-ce qu'il y a des données prospectives qui démontrent qu'il y a un déficit immunitaire chez les nouveau-nés dont les parents ont été exposés d'anti-TNF? Alors, il y a eu quelques études, faites notamment en parallèle au registre Piano, etc. Ils ont étudié différentes choses, pas de façon exhaustive. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'ils avaient montré qu'il y avait un petit déficit des IgM, des taux un peu plus bas chez les bébés, mais ça avait été interprété comme étant pas très significatif. Et donc, en gros, il n'y a pas vraiment de déficit immun persistant, mais quand même, il y a des taux circulants de la molécule, et donc par rapport à certaines infections, ça pose problème. Mais... À Necker, en pédiatrie, ils font systématiquement, j'ai pas mal d'enfants qui font, ils n'ont rien vu. Ils arrêtent le suivi à 1 an parce que ça ne sert plus à rien, qu'ils ne voient rien. Alors après, les inquiétudes qu'il y a, c'est peut-être que, mais là ça devient très spécifique, mais c'est que le TNF peut jouer quand même dans la modification de l'immunité avec le développement de maladies médiées par l'immunité plus tard dans la vie. C'est pour ça que certaines personnes ont des réserves qu'on ne verrait pas justement dans la première année. Il y a des cas d'ailleurs de dysthyroïdie qui ont été rapportés chez des enfants de 10 ou 15 ans qui avaient été exposés in utero, mais je pense que ça c'est quand même des risques très très faibles et qu'on peut ne pas les avoir en tête, quoi. Et Benjamin, qu'est-ce que tu fais avec les autres biologiques?
Je vais montrer les dias que tu as préparés, mais qu'est-ce que tu fais avec les autres biologiques? Donc, il y a le Vedo et l'ustekinumab. Qu'est-ce que tu fais avec ces traitements-là? Alors, rapidement, on va voir les deux diapos qui montrent les données, en effet, sur les nouvelles biothérapies disponibles aujourd'hui, que sont le Vedo et l'Ustec. C'est un peu plus compliqué de parler des anti-JAK aujourd'hui. Donc, pour le vedolizumab, quand on s'intéresse aux études Gemini, vous voyez, il y a quand même très peu de cas de patientes. C'est la partie haute du tableau. En bas, c'est les hommes qui étaient exposés et qu'on conçu. En haut, c'est les mamans. Il n'y a que 24 cas. Bon, grossièrement, il n'y a pas de signal négatif. D'accord ? Et si on regarde les données sur l'ustekinumab après, pour passer un peu sur ça rapidement, là, c'est des données d'ustekinumab pas dans la maladie de Crohn en particulier, surtout comme vous le voyez, 164 PSO et seulement 36 maladies de Crohn. Là encore, on a le sentiment que la comparaison population générale par rapport à ustekinumab n'est pas très différente. Il n'y a pas de signal négatif. On n'a pas de vraie réponse à ces questions. On est en train de mener, là, dans le GTED, un registre pour avoir plus de patientes exposées soit au Vedo, soit à l'Ustec au moment de la conception, ou même qui auraient été poursuivies pendant la grossesse. On est en train de faire le recueil de données. Là, actuellement, pareil, on n'a pas encore de signal négatif. Il y a 70 cas qui ont été déclarés avec Vedo ou Ustec. Très sincèrement, pour les anti-TNF, moi j'étais interne quand on se posait la question, et je me rappelle par exemple Lehmann qui disait on a des données que chez 1000 malades, c'est pas encore suffisant pour être très rassurant, quoi. Donc là, on a des données de Vedo chez 30 malades, des données d'Ustec chez 30 malades. Donc je pense que l'intérêt de ces données, c'est qu'il n'y a pas de signal négatif, d'accord, mais on n'a pas assez de données pour donner un message rassurant. Ça, c'est mon point de vue. Donc moi, aujourd'hui, je n'introduis pas du vedolizumab ou de l'ustekinumab si je sais que la patiente a un projet de grossesse à relativement court terme. Jamais. Après, si la patiente conçoit alors qu'elle est sous médicament, bien que je lui ai dit au préalable qu'il ne fallait pas avoir de grossesse sous ce traitement, mais c'est des choses qui arrivent en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc du coup, s'il y a une conception sous Vedo et sous Ustec, j'essaie d'arrêter le traitement dans la majorité des cas, sauf si vraiment la maladie est très sévère et était réfractaire à tout. Je ne sais pas ton attitude, c'est très difficile d'avoir un message très clair. Mais je pense en tout cas que les attitudes qu'on a avec les anti-TNF ne doivent pas être extrapolées à ces biologiques parce que les données sont beaucoup plus fragmentaires, particulièrement pour le vedolizumab. L'ustekinumab, il y a un peu plus via les psoriasis, mais vedolizumab, il y a quand même très peu de données sur les grossesses. Et donc, ce qu'on applique par rapport aux anti-TNF, de dire on attend le début parce qu'il n'y a pas de passage placentaire, on ne sait pas. Il se pourrait très bien que l'une de ces molécules ait une interférence avec l'implantation, avec des problèmes, même s'il ne passe pas la barrière placentaire. Donc, je crois que, comme Benjamin le dit, si la malade a besoin de son traitement, vous êtes quand même obligé, parce que probablement que le pire pour la malade, c'est d'avoir une maladie active, une rechute, mais il faut que les malades soient bien informés, qu'on n'a pas de données, que c'est quand même un peu délicat. Donc je pense qu'il n'y a certainement pas lieu d'aller faire un avortement thérapeutique, ça c'est évident, parce qu'il n'y a aucune donnée qui le justifierait, mais il faut être très prudent, et encore plus prudent qu'avec les anti-TNF, quoi. Donc je crois vraiment qu'avec les nouvelles biothérapies, il faut dire aux patientes que si elles veulent concevoir prochainement, il ne faut pas les démarrer, que si elles sont sous ces nouvelles biothérapies, il faut nous informer si elles ont un projet de grossesse, et moi je l'arrête 3 mois avant la conception, et je le prends les patientes. Et puis en effet, dans les rares cas de maladies très réfractaires, où vraiment le traitement a permis de changer les choses, et où on sait qu'après la rechute va être quasi inéluctable, là on peut continuer. Les recommandations américaines, c'est qu'a priori le niveau de preuve est qu'on peut éventuellement administrer ces nouvelles biothérapies. Donc on peut juste se servir de ça peut-être pour se mettre à l'abri s'il y a des problèmes, mais je crois qu'encore aujourd'hui c'est des données trop préliminaires, donc il est mieux d'être prudent et de ne pas recommander des grossesses sous nouvelles biothérapies. Peut-être, avant de passer à la suite duquel la question suivante, ce point-ci est quand même aussi important. Oui. Peut-être je voulais avoir ton avis. Donc une autre situation dans laquelle, la grossesse c'est clairement une situation où on se pose la question de l'arrêt des traitements. L'autre question, c'est les personnes qui prennent de l'âge. En fait, on voit toujours ces maladies comme des maladies des adultes jeunes. C'est vrai qu'épidémiologiquement c'est le cas, mais si vous faites une coupe transversale dans votre population de Crohn et de rectocolite, faites un petit peu une fois le cas, et vous aurez probablement une moyenne d'âge qui est à 45-50 ans, avec pas mal de patients qui sont en fait à 60, 70, etc. Et on a de plus en plus de malades, parce que le boom de ces maladies a été dans les années, ça a commencé à monter 60, 70, 70, 80, on a de plus en plus de malades qui ont 70 ans, parfois plus. Et donc là, peut-être Benjamin, tu peux commenter ce travail qui, c'est pas alarmant, mais ça veut dire quand même que les personnes plus âgées, il faut faire gaffe, quoi.
Est-ce que vous avez un comportement différent si les gens ont plus de 60 ans avec les anti-TNF? Qui a un comportement différent quand les gens ont plus de 60 ans? D'accord. Je pense que là aussi, on a peu de données. Les données, bon, on cite toujours cette étude parce que c'est la seule qui a comparé des gens de plus de 65 ans qui recevaient des anti-TNF à des plus de 65 ans qui n'en recevaient pas ou à des moins de 65 ans qui en recevaient. Donc on a l'impression qu'on a un peu les populations d'intérêt. Et manifestement, le risque d'infection, en particulier pulmonaire, qui peut nécessiter des hospitalisations, est franchement plus élevé chez les patients qui ont plus de 65 ans et qui reçoivent un anti-TNF. Moi, dans ma pratique clinique, j'observe aussi ce phénomène. Donc moi, je suis plutôt prudent et j'ai tendance à utiliser du coup d'autres biothérapies que les anti-TNF chez les sujets de plus de 65 ans. Et puis il y a des données aussi qu'on avait montrées en population qui montrent que là aussi, on a un risque de cancer chez les patients âgés de plus de 65 ans, en particulier de lymphome sous anti-TNF et sous thiopurine. Donc probablement, moi j'utilise d'autres traitements, mais aujourd'hui on est un peu limité. Donc je pense que c'est un domaine où il faut se méfier de la systématique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire oh, bon, on a passé 60 ans, on arrête les traitements, mais c'est un cofacteur, si vous voulez, qui doit intervenir dans la réflexion, la discussion, qui fait qu'on va avoir tendance à envisager éventuellement des modifications thérapeutiques. Évidemment, c'est l'âge physiologique aussi qui compte, hein, c'est les facteurs de risque d'infection, etc., quoi, le mode de vie, les cofacteurs de risque, etc. Alors, on continue un petit peu le cas. Donc, bon, la question est la même, elle vous est posée, mais derrière ça, il y a la question, derrière l'arrêt des traitements, c'est quel est le risque finalement de la rechute, quel est le risque de la poussée. Et est-ce que les patients sont prêts à accepter ce risque? Alors ça, là, c'est une étude intéressante qu'on a fait avec l'AFA, justement, avec l'AFA et avec l'équivalent américain de l'AFA, la CCFA, parce que, bon, on s'interroge évidemment sur la perception des patients par rapport à l'arrêt des traitements. Et clairement, quand on arrête un traitement, on verra les données tout à l'heure, il y a une augmentation du risque de rechute. Quel est le risque de rechute que les patients sont prêts à accepter pour avoir une diminution de leur traitement? Et donc, vous voyez que là, il y a quand même, de la part des patients, une demande à une diminution du traitement. Mais vous voyez que la majorité ne vont pas plus loin que 25% du risque de rechute. Donc, le patient vous dit, vous voyez, il y a 14 et 30%, 14 aux États-Unis, 30% en France, qui disent, moi, je veux 0%. S'il y a un seul % de risque de rechute, je préfère continuer mon traitement. C'est un message très clair et je pense que si vous avez face à vous un patient comme ça, il ne faut probablement pas arrêter le traitement, évidemment. Et puis vous avez alors une proportion assez importante qui dit OK, on peut accepter un risque jusqu'à 25%. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir que dans les études, les risques de rechute à 1 an sur les tout venants en rémission, ils sont quand même plutôt de l'ordre de 40 à 50%. Donc quand même la majorité des patients, si vous intégrez ce risque de rechute, ils ne préfèrent pas arrêter leur traitement finalement, puisque ceux qui sont prêts à accepter, c'est un risque faible, un risque de l'ordre de 20-25%. Ça veut dire aussi que dans l'avenir, si on travaille sur des stratégies d'arrêt de traitement, de désescalade, il faut qu'on sélectionne des sous-groupes à faible risque de rechute, parce que le taux de rechute que le malade est prêt à accepter est relativement faible. Est-ce que dans la salle, vous posez cette question-là au patient quand le patient vous parle de la poursuite ou de l'arrêt du traitement et que vous abordez cette question avec lui, est-ce que finalement vous essayez de savoir quel risque de rechute il est prêt à accepter? Est-ce que ces résultats vous étonnent? Parce que ce que vous voyez là, c'est assez intéressant. C'est quand même une distribution très large. Ça veut dire qu'il y a des malades, par contre, qui sont prêts à accepter 70% de risque de rechute. Et eux, donc, ils sont probablement très effrayés par leur traitement ou des effets secondaires ou que sais-je. Mais donc, ça veut dire que face à votre patient, quand vous abordez cette question de la désescalade, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de l'avis du patient parce que son vécu est différent et par conséquent, les attentes sont différentes. C'est une étude qui a été faite avec des patients qui étaient sous traitement bien toléré, parfaitement bien toléré, tout venant, parce que forcément, si le traitement n'est pas bien toléré, ils sont prêts à accepter un risque plus élevé. C'est probablement ça que ça reflète, hein, en gros. C'est qu'effectivement, le vécu du malade est différent et que les motivations pour poursuivre ou pour arrêter vont être différentes d'un patient à l'autre. Mais je pense que c'est important, quand on envisage une décroissance thérapeutique, qu'on entre dans cette réalité, qui est la réalité du patient, parce que vous apercevez qu'il y a des patients. Si le patient vous dit, par exemple, moi, docteur, mon vécu a été tel que je ne veux pas
avoir un risque de rechute. Je préfère de loin poursuivre mes traitements, même avec les risques dont vous me parlez, qui sont quand même pas très élevés, qui sont minimes. Je préfère de loin poursuivre le traitement. Ben, je crois qu'il ne faut pas l'embarquer dans une aventure d'arrêt de traitement. Si par contre le patient vous dit ben, j'ai bien compris tous ces risques, mais moi je suis prêt à accepter un certain risque de rechute parce que je voudrais pouvoir quand même voir si je ne peux pas me passer du traitement, eh ben, on y va. Mais donc ça, je pense que c'est une étude importante parce qu'elle montre cette diversité de perception en fait. Alors du coup, maintenant, on va voir, Edouard va nous parler un peu des risques, des chiffres qui sont actuellement connus et publiés en cas d'arrêt de traitement, en particulier dans la maladie de Crohn, parce qu'une fois de plus, les données sont beaucoup plus nombreuses. Donc ça, Edouard, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le risque simplement informatif, quoi. Mais voilà, il y a eu une méta-analyse. Bon, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même très convergent, vous voyez. Donc le risque de rechute à 12 mois, bah, il est aux alentours de 40%. Et vous voyez que ça converge assez bien. Alors en fait, quand vous regardez dans ces études, celles où les risques sont plus faibles, ils n'ont pas nécessairement sélectionné les mêmes patients. Il y a des études là-dedans où ils sélectionnaient, par exemple, pour l'étude, uniquement des malades qui n'avaient pas de lésions endoscopiques, par exemple. Alors que dans d'autres études, c'était les tout venants en rémission. Alors évidemment, là, vous influencez les risques. Mais globalement, vous voyez, c'est de l'ordre de 40%. C'est un chiffre important à connaître. Et quand on discute de là où, quand le malade vous dit, docteur, je voudrais bien arrêter mon traitement, vous dites, OK, on va en discuter. Mais voilà, une des choses que vous devez savoir, c'est que le risque de rechute à 1 an, il est de l'ordre de 40%. Et là, tout de suite, vous voyez d'ailleurs, le patient change un peu de vue. Il n'est pas nécessairement au courant de ce risque-là. Ça, c'est peut-être un risque quand même qu'il faut adapter au patient, comme tu le disais, en fonction de son niveau de rémission, peut-être. Je ne sais pas, quand exactement. Tu dis 40%, peut-être. Exactement. Et donc ça, ce sont des études qui sont en cours, notamment au JETED, pour voir un peu les facteurs de risque. Ici, vous avez une grosse étude espagnole. C'est la plus grosse étude à ce jour, mais qui est une étude rétrospective, avec tous les biais et les difficultés d'interprétation qu'il peut y avoir. Mais vous voyez une très grosse cohorte de malades, multicentriques. Et vous voyez que là, l'incidence de la rechute était plus bas que les 40% que je vous ai montrés. Probablement parce que ça reflète non pas une étude clinique, mais la vraie vie, c'est une étude rétrospective sur la vraie vie. Et ça veut dire qu'en Espagne, sur la période couverte, ils n'arrêtaient pas les traitements chez des malades, sauf lorsqu'il y avait probablement une rémission profonde. Et en fait, ces chiffres de l'ordre de 17 ou 19% sont des chiffres qui sont proches de ce qu'on retrouve dans les cohortes qui ont été étudiées prospectivement dans les essais, notamment la cohorte Story, dans le sous-groupe de malades à faible risque. Et donc, effectivement, c'est important, c'est que quand vous avez finalement un profil particulier, eh bien, vous avez probablement un risque plus bas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut communiquer aux patients et qu'on peut évaluer avec le patient. Alors, les prédicteurs qui sont là n'ont pas été retrouvés dans toutes les études. Et c'est pour ça que je ne parle pas trop des prédicteurs, parce que franchement, aujourd'hui, ce n'est pas très clair. Il y a quand même quelque chose qui sort dans plusieurs études, c'est que si vous avez un malade qui est en cicatrisation, qui a une CRP basse normale et qui a une CalPro basse, en dessous de 200 par exemple, son risque est moindre. Ça, c'est quand même assez convergent dans plusieurs études lorsque ça a été étudié. Mais franchement, on manque encore de finesse dans la prédiction de la rechute. Et par exemple, si vous prenez uniquement les malades qui sont en cicatrisation complète endoscopique, le risque de rechute dans l'année, dans le Crohn, est quand même de 30%. Donc ça veut dire qu'un malade, vous lui faites son endoscopie, tout est cicatrisé, son risque de rechute dans l'année, dans l'étude Story, c'était 30%. Mais pour que ce soit un peu clair pour moi, est-ce qu'on envisage l'arrêt d'un anti-TNF uniquement en cas de rémission profonde, c'est-à-dire endoscopique ou iconographique, ou on peut l'envisager même chez les gens qui ont des lésions endoscopiques ou iconographiques? Alors je pense qu'aujourd'hui, en dehors des essais cliniques, il ne faut l'envisager que chez un malade qui a tout cicatrisé, qui est en rémission profonde. Je sais pas qui de temps en temps arrête des traitements, qui de temps en temps arrête un traitement biologique dans sa pratique, quelles que soient les raisons, demande de patient, voilà, on y est tous confrontés. Quand vous arrêtez ces traitements, qui fait au préalable un bilan complet? Donc, tout le monde, donc je crois que c'est logique. Et qui, ici, arrête parfois un traitement s'il y a encore des lésions ou des marqueurs d'inflammation actifs? Donc je crois que c'est assez clair. Donc effectivement, je pense que même si aujourd'hui on attend des données de confirmation de ces différents points-là, l'interprétation globale des données disponibles est de dire en pratique courante, on n'arrête que chez des malades qui sont en rémission profonde. Mais les essais cliniques vont au-delà et vont apporter des messages supplémentaires. Alors c'est une très bonne question. Et en fait, dans les études qui ont été faites jusqu'à présent, ça n'est pas sorti.
comme élément net. Donc en fait, les malades pouvaient être en rémission depuis 1 an, 4 ans, 10 ans, ça ne changeait pas grand-chose sur le risque de rechute. Et l'impression qu'on avait, c'était plutôt que c'était le niveau de rémission atteint qui était prédictif plutôt que la durée de la rémission. Ça, c'est vrai pour toutes les molécules, Edouard, ou pour les anti-TNF? C'est pour les anti-TNF. Parce que pour les thiopurines, peut-être que le temps en rémission, là, voilà. Si on veut arrêter une thiopurine, quand elle est mise seule, chez quelqu'un en monothérapie, là, les données suggèrent quand même que le temps passé en rémission diminue le risque de rechute. Mais il faut savoir, ce qui est à prendre avec nuance, c'est que des études sont assez anciennes et qu'on n'avait pas trop les données d'endoscopie ou d'IRM. Donc probablement, le temps passé en rémission suggérait peut-être une rémission plus profonde. Mais avec les thiopurines, on a quand même la notion que le temps passé en rémission, c'est mieux qu'on soit en rémission longtemps avant d'arrêter le traitement. Et ce n'est pas le cas avec les anti-TNF. Ça n'est pas sorti avec les anti-TNF. Ouais. Oui. Alors, vous voyez, elle sort par exemple dans l'étude espagnole, colonique versus iléale. Ça sort dans quelques études. Alors, parfois, c'est des données très faibles, franchement, en termes de niveau d'évidence et niveau de preuve. Ici, par exemple, c'est des données rétrospectives avec pas mal de biais. On a parfois l'impression que la différence entre iléon et côlon peut témoigner de l'existence de lésions sténosantes partielles, etc. Et bon, là aussi, je pense qu'un malade qui a une lésion sténosante, on va peut-être prendre l'avis de la salle et aussi de Benjamin, mais un malade qui a cicatrisé, d'accord, mais qui a une lésion sténosante, personnellement, je ne suis pas très enclin à envisager un arrêt, même si tout est cicatrisé, parce qu'on sait bien que s'il y a une reprise d'activité, on va aller vers des problèmes. Je ne sais pas, parmi vous, qui, devant une cicatrisation complète, une demande très forte ou d'autres raisons qui motivent l'arrêt du traitement, mais une sténose éteinte, considérée comme éteinte endoscopiquement, voire même à l'imagerie, on peut dire, qui arrêterait le traitement dans ce cas-là? Il y a une sténose persistante non inflammatoire, quoi. Voilà, tu veux dire? voilà. Ben, peu d'entre vous, je ne sais pas ce que toi t'en penses, Benjamin. Moi, j'ai pas tendance non plus, parce que là, on a quand même la preuve d'une évolutivité. Bon, ça dépend aussi de la localisation, de la longueur, etc. Mais je crois qu'il faut être prudent par rapport à ça, quoi. Non, je crois qu'en effet, les discussions de désescalade, c'est un peu ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est un peu à l'ère du treat to target, ça dépend des populations. Probablement, la désescalade, c'est chez les patients qu'on va traiter assez tôt dans l'histoire de la maladie, chez qui on induit une rémission profonde. Des gens chez qui on introduit un traitement quand il y a déjà des sténoses ou des fistules, je pense que l'objectif de désescalade, aujourd'hui, il se pose pas trop, quoi. Il se pose vraiment chez des gens qui ont des lésions essentiellement inflammatoires, qu'on va éventuellement cicatriser. S'il y a sténose ou fistule, je crois que là, on va pas aller envisager la désescalade. Exactement, et particulièrement dans les lésions périanales. Voilà, ça a été très bien étudié très tôt par les Espagnols. La première étude de désescalade, elle date de 2005. C'est une toute petite étude sur une quinzaine de malades, c'est une étude espagnole. Mais en fait, dans cette étude, ils montraient que les taux de rechute dans la forme luminale, ils avaient déjà les chiffres, c'était de l'ordre de 50% à 1 an. 40... Par contre, dans les formes périanales, tous leurs malades quasiment avaient rechuté à l'arrêt de l'anti-TNF. Donc il faut être très prudent dans les formes périanales. Vous savez bien aussi que l'appréciation clinique est très incomplète par rapport à ce que l'imagerie parfois vous montre. Et donc globalement, on n'a pas tendance à arrêter les traitements dans les formes périanales. Oui. Pardon. S'il vous plaît. J'ai 2 questions. La première, on a parlé de la conception chez la femme, la grossesse, etc. Quid pour l'homme? Un homme qui est en combothérapie, qui veut... Alors, voilà, les données sont beaucoup moins riches que chez la femme. Honnêtement, moi, j'ai pas de recommandation particulière chez les hommes. Donc, moi, les hommes, quel que soit leur traitement, je n'ai aucune restriction à la conception. Mais après, honnêtement, même le méthotrexate. Alors, le métho, c'est très. Alors, en dehors du métho, je parlais pour les nouvelles biothérapies et les anti-TNF. Le méthotrexate, jusque récemment, on disait que les hommes exposés ne devaient pas concevoir. Et puis, par exemple, les recommandations françaises de rhumatologie ont évolué et disent qu'aujourd'hui, il est autorisé de concevoir chez un homme sous méthotrexate. Donc moi, j'autorise la conception, même sous méthotrexate pour un homme. Je ne sais pas, Edouard. Oui, moi, c'est pareil. Et alors, juste un mot, parce qu'il y a eu un doute à un moment donné à propos des purines. Ouais. Il y a eu 1 ou 2 papiers un petit peu troublants qui montraient un excès de malformation chez les bébés nés de papa qui étaient sous purine au moment de la conception. Il y a une étude qui vient d'être publiée dans JCC, extrêmement bien faite, avec mesure de taux d'imprégnation, etc., qui balaye ça. Donc, vraiment, je suis complètement Benjamin, chez le papa. Aujourd'hui, on ne se tracasse pas. Deuxième question, c'est par rapport toujours à la grossesse. On a parlé de l'arrêt des traitements, oui, non, peut-être, et on n'a pas parlé de la diminution éventuelle, notamment dans le 3e trimestre.
Alors la diminution, par exemple, de l'anti-TNF ou de la purine. Donc, alors, ça peut avoir un sens dans la mesure où, par exemple, pour l'anti-TNF, vous allez diminuer les taux chez le bébé. Si vous diminuez les taux chez la maman, vous diminuez les taux chez le bébé. Si vous diminuez les taux chez le bébé, vous accélérez la vitesse à laquelle ça va être éliminé. C'est-à-dire que le délai auquel le bébé va être sans anticorps, c'est mathématique, si vous voulez. Donc ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens, mais voilà. De nouveau, le problème, c'est que ça ne résout pas complètement l'histoire, si vous voulez. Hein? Ouais, je pense qu'il faut avoir une stratégie, une fois de plus, assez simple. Hein. C'est soit on arrête assez tôt, soit probablement on n'arrête pas, et on n'a pas assez de données pour dire que 10 mg kg c'est plus embêtant que 5 mg kg par exemple pour l'infliximab, enfin, etc. pour les anti-TNF. Donc je crois que dans la vraie vie, en dehors de la grossesse, c'est une question qui se pose. Chez la femme enceinte, je pense que soit on l'arrête premier trimestre, soit on le prolonge et voilà. Pour le cas clinique qui a été présenté, pourquoi on a décidé... On vous entend pas, madame, par contre. Pour le cas clinique qui a été présenté, donc on décide sur des arguments cliniques, biologiques, la calpro et l'endoscopie et l'histo qu'elle allait bien. Pourquoi on n'arrête pas tout? Pourquoi on décide d'arrêter l'infliximab et on garde les murelles? Puisqu'elle va bien, pourquoi ce choix de garder un traitement sur deux? On considère qu'on va vers une désescalade. Vous avez... Oui, pourquoi on décide d'arrêter un traitement des deux? Puisqu'on décide... C'est l'idée de l'allègement ou l'idée que le patient va bien sur les critères cités. Et voilà, moi je ne comprenais pas pourquoi... D'accord. Donc en fait, la question c'est, est-ce qu'on n'aurait pas pu, chez cette malade, arrêter l'Immurel plus tôt? Donc, parce qu'elle est en combo en rémission complète depuis juillet 2016, est-ce qu'on n'aurait pas pu, au bout d'un certain temps, alléger déjà, avant la grossesse, et envisager d'arrêter l'Immurel, par exemple? Oui, donc c'est la question de l'allègement thérapeutique dans le décours d'une rémission. Est-ce que finalement, comme la malade va bien, on ne peut pas, à un moment donné, décider de commencer à alléger et, par exemple, arrêter l'Immurel, hein? Benjamin? Alors, je ne sais pas si on parle encore dans le cadre de la grossesse ou pas. Non, ici, c'est avant la grossesse. C'est un peu tout court, indépendamment de la grossesse. En général. Moi, je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Les études donnent le sentiment que les études dont on dispose, qui ne comparent actuellement pas l'arrêt de l'un ou de l'autre ou le maintien des deux, on n'a pas les résultats de ces études, suggèrent que si on arrête l'Immurel, probablement on va être plutôt à 20% de rechute, si on arrête l'anti-TNF, plutôt à 30-40%. Mais il y a l'étude SPER qui est justement pilotée par Edouard qui va pouvoir répondre à cette question, parce que les malades qui justement sont en rémission clinique vont soit continuer le traitement dans cette étude, soit arrêter l'infliximab, soit arrêter la thiopurine. Et là, on aura l'information sur est-ce que c'est mieux d'arrêter un des traitements vis-à-vis du risque de rechute. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'information vis-à-vis de ça. Donc la grossesse, là spécifiquement, en effet, posait plutôt la question de l'arrêt de l'anti-TNF parce que c'est là qu'il y a un passage materno-fœtal. Moi, en revanche, chez les malades en combothérapie, j'arrête plutôt la thiopurine que l'anti-TNF. S'il n'y a pas de grossesse en question. J'avais la question spécifique sur la récidive post-opératoire. Donc, on a un patient qui est opéré, on ne met rien. À 6 mois, il y a des lésions, on décide de débuter un traitement, par exemple. On lui refait une endoscopie à 1 an, à 2 ans, tout va bien. On sait qu'il y a quand même un potentiel évolutif, mais on a plusieurs endoscopies avec le temps normal. Est-ce qu'on prend le risque d'arrêter potentiellement le traitement chez ce patient ? Donc il n'est pas possible de répondre à ta question de manière formelle. Ça, c'est très important de le dire parce qu'on n'a quasi pas de données sur ces stratégies de désescalade après incrémentation. On sait ce que tu as dit, qu'il faut introduire les traitements s'il y a des lésions endoscopiques ou optimiser, que ça marche mieux. Moi, ce que je fais, mais alors là, on sort complètement d'un niveau de preuve, c'est quand même très important de le dire, si l'endoscopie de M18 s'est normalisée, je n'arrête pas. Mais si en revanche, 1 an ou 2 ans encore après, j'ai des IRM normales ou des endoscopies normales, j'arrête le traitement. Je crois que la grande question dans l'arrêt de traitement, c'est pas est-ce que j'arrête ou pas de manière binaire. Je crois qu'on n'arrête que chez les patients en rémission profonde. C'est vraiment important de souligner ça. Après, ce qui est important, c'est le monitoring après l'arrêt. Je crois que quelle que soit la situation, que ce soit du post-op ou pas, que ce soit de la RCH ou du Crohn, quand on arrête un traitement, très rapidement, dans les 3 premiers mois de l'arrêt, il faut faire du monitoring. Alors là, il faut faire du monitoring par des biomarqueurs et puis par des examens iconographiques ou endoscopie, probablement 6 à 9 mois après l'arrêt de traitement, et toujours reprendre les traitements s'il y a une récidive d'inflammation.
endoscopique ou même sur les biomarqueurs. Donc je ne pense pas que la question soit vraiment le post-op ou pas. Je crois que dès l'instant où on a une rémission profonde, on a le droit de s'interroger sur l'arrêt du traitement. Il est légitime peut-être d'arrêter un des deux ou le traitement, mais il faut surtout monitorer la rechute et retraiter au moindre signe de rechute. Je sais pas ce que tu en penses, Je crois que c'est un message hyper important, celui-là. Et effectivement, Laurent, tout à l'heure, vous a parlé du fait qu'avec le treat to target et le monitoring, on est un petit peu dispensé de la prédiction, puisque finalement, quoi que vous preniez au départ, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous monitorez votre patient, que vous atteignez votre objectif, et que si c'est pas le cas, vous adaptez les choses. On est un peu dans la même situation ici. Vous l'avez vu, on a des prédicteurs de rechute, mais ils sont pas très efficaces, ou en tout cas pas largement validés. Donc, si à un moment donné, vous prenez la décision d'arrêter parce que vous avez tout mesuré, vous avez discuté avec le patient, c'est hyper important de bien mesurer, monitorer le malade avec la calprofécale, avec la CRP, etc. Et ça, en fait, je dois dire que autant la compliance à la surveillance est parfois un peu difficile avec les patients, tout venant avec ces marqueurs fécaux, etc., autant dans mon expérience, quand vous avez un malade avec qui vous avez fait un contrat de désescalade, et le malade est en général très content, parce que vous êtes entré dans sa dynamique. Vous avez accepté, en fait, le malade, il considère que le médecin, il va continuer le traitement à vie. Et là, le médecin a fait la démarche d'écouter le patient, de dire, OK, eh bien, dans votre situation, on va essayer. Mais alors, on s'engage à faire ça et vous allez contrôler votre calprotective. Eh bien, franchement, moi, j'ai une compliance qui est quasiment de 80-90% dans ces cas-là. Parce que le malade, il est partie prenante et il a compris. Et il joue le jeu à fond parce qu'il sait que c'est dans son intérêt. Donc ça, c'est un message super important, quelle que soit la situation, on monitore. Maintenant, juste une remarque par rapport au post-op. Dans la revue globale qu'on avait fait avec ECHO à l'époque, c'était quand même un facteur prédictif de rechute. Donc le malade qui est mis sous anti-TNF en post-op, qui a déjà été opéré, c'est des niveaux de preuve pas très élevés, mais il semble exister un risque de rechute un peu plus élevé que dans d'autres populations de malades. Mais ça n'exclut pas qu'on puisse arrêter, mais comme Benjamin le dit, l'important, c'est vraiment la surveillance, quoi. Vous aviez une question? Oui. En cas d'arrêt, qu'est-ce qu'on a comme données sur l'efficacité de la reprise des anti-TNF et sur leur tolérance? Alors, je vais vous donner ça un petit peu avec quelques données, là. Donc, est-ce qu'on peut retraiter? C'est la question qu'on avait posée dans le cas clinique que vous posez, c'est-à-dire, on a arrêté un anti-TNF et est-ce que le retraitement est une option qui paraît intéressante? Donc, l'ensemble des données est plutôt oui. On va faire un peu chron-RCH parce que le temps presse. Ça, c'est une méta-analyse d'il y a 2 ans qui a justement essayé de pouler les résultats des études qui s'intéressaient au retraitement. Et vous voyez, c'est des données, c'est à court terme du retraitement, mais que ce soit dans le Crohn ici ou dans la RCH, en gros, il y a 70 à 80% d'efficacité du retraitement. À court terme, hein, si on regarde dans l'année de retraitement. Donc on a quand même le sentiment que si on retraite, ça marche bien. Ce qu'il n'y a pas dans ces études, c'est de savoir si c'était des patients qui étaient retraités très tôt, ou retraités quand ils étaient symptomatiques, ou comme on le disait avant, est-ce qu'ils étaient retraités uniquement sur des données de biomarqueurs, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est cette étude de Louvain, qui a été publiée il y a 2 ans, qui confirmait à peu près les données que retraité par infliximab, ça marchait très bien à court terme, à 1 an 70%, donc c'est les données de la méta-analyse. Ce qui était pas mal, c'est qu'on voyait quand même que la cause d'arrêt du traitement va jouer dans l'efficacité du retraitement. Et que les malades chez qui on arrête pour une rémission, ça marche beaucoup mieux le retraitement que si on arrête pour une intolérance. Et donc ça, c'est très important parce que toute situation est différente. Et là, depuis le début, on est quand même centré sur la discussion de rémission. Et c'est là qu'il faut probablement avoir cette attitude. Le retraitement a l'air d'être une assez bonne option quand on arrête et que le patient est en rémission. Et puis, il disait aussi dans cette étude que si on retraite, probablement, il faut associer un immunomodulateur. Bon, ça, le niveau de preuve, c'est pareil, il n'est pas très élevé, donc on ne peut pas dire ça, mais c'est ce qui sortait de cette étude. Donc, moi, en gros, oui, je pense que le retraitement, ça marche bien. D'accord. Et puis, on a aujourd'hui une étude qui s'appelle Regain du GTED, dont les premiers résultats vont être montrés à ECHO et qui montre qu'en effet, on a un retraitement qui marche plutôt bien. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est quels sont les prédicteurs de l'efficacité, chez qui ça va marcher. Ça, on manque encore de données, mais probablement le retraitement marche pas mal. Je sais pas, Edouard, oui, donc c'est aussi une question très importante. Et alors, par rapport à l'immunosuppression, qui semble influencer la réponse au retraitement, c'est probablement avant tout valable ici pour l'infliximab. On n'a aucune donnée sur les autres biologiques. C'est aussi lié à l'immunogénicité de l'infliximab, etc. Mais pour revenir à ça,
ça, c'est aussi un point très important, c'est qu'on a eu peur au début où on faisait des arrêts de retraiter, notamment avec l'infliximab, parce que dans l'ancien temps, quand on a commencé à utiliser l'infliximab fin des années 90, début 2000, on avait ce traitement intermittent et les malades s'immunisaient et développaient des réactions perfusionnelles, pour les plus anciens s'en souviennent. Hein. Donc on avait peur que ce soit pareil ici. Et en fait, ça ne s'est pas produit, ou très très peu. Et si je prends l'étude Story que je connais bien, qu'on a fait avec le JETED, on a retraité quand même 50% des malades. Il y a eu 0 réaction perfusionnelle. Alors, vous me direz, alors que les arrêts avaient été de l'ordre de 3 à parfois 18 mois. Comment on explique ça? Eh bien, en fait, les malades que vous sélectionnez pour un arrêt de traitement, donc dans une situation de rémission profonde, ce sont en général des super bons répondeurs au traitement. Ce n'est pas la même chose que le traitement intermittent, où vous traitez 1 fois, 2 fois, le malade va bien, vous arrêtez. Non, c'est des malades qui ont pris un traitement souvent pendant 1 an, voire plus, souvent en combothérapie, et qui ont super bien répondu. Donc, c'est des malades qui ont tendance à ne pas s'immuniser contre le médicament. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a observé dans Story. On avait un malade, je crois qu'il y avait des anticorps anti-infliximab sur les 112 malades de l'étude, 115 malades de l'étude. Donc, ce qu'on connaît de l'immunogénicité des médicaments, du risque de retraitement, n'est pas nécessairement extrapolable à la situation de ces malades, qui sont des malades excellents répondeurs, chez qui vous avez fait un cycle de traitement, vous avez envisagé un arrêt. Le taux de réponse dans cette situation-là particulière est en général très bonne avec le même médicament que celui que vous utilisiez avant. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. Et alors, Catherine ici avait revu les données de Story à plus long terme. Et on voit en fait qu'il y a quand même sur le long terme pas mal de malades qui vont rester avec la même molécule, qui ont été retraités vont être retraités avec la même molécule. Quand ça ne marche plus, la plupart vont répondre à un autre biologique. Et en fait, le déchet, entre guillemets, qu'on observait sur une période d'environ 8 ans, c'était une vingtaine de % de malades qui, à un moment donné, échappaient au traitement, devaient être opérés ou développer des complications. Mais 20% en 8 ans, ce n'est pas nécessairement très différent de ce qu'on observe chez des malades traités en continu. Un taux de perte de réponse et d'échec de 20% sur 8 ans, ça vous fait de l'ordre du 2,5% par an. C'est très faible, en fait. Et donc, on montrait dans ce travail que finalement, l'arrêt dans cette population précise ne semblait pas avoir été délétère pour le patient. Est-ce qu'il y a des données sur l'intérêt d'espacer les perfusions avant de décider d'arrêter, avec éventuellement un monitoring des dosages, des taux? Il n'y en a pas beaucoup, mais oui, il y a des données qui suggèrent que chez les patients en rémission, on peut espacer a priori avec une perte de réponse qui ne va pas être supérieure aux malades qui maintiendraient le même délai de perfusion. Donc en rémission profonde, c'est probablement une bonne stratégie aussi, l'espacement. On a beaucoup moins de données que sur l'arrêt. En revanche, on ne sait pas si espacer avant d'arrêter, c'est mieux qu'arrêter tout court. Ça, on n'a aucune donnée et on n'en aura pas dans les années à venir. Mais aujourd'hui, en effet, on ne pouvait pas tout traiter là, mais les questions qui se posent quand on a un traitement, c'est soit de l'arrêter, soit de le diminuer en dose. Et donc, en effet, l'espacement des anti-TNF aujourd'hui se pose. Ça a été publié là récemment pour l'adalimumab dans Digestive Liver Disease, une équipe de Nancy qui montre qu'il n'y a pas trop de problème à l'espacement. Le peu de données sur l'infliximab, c'est pareil. Donc, on peut espacer a priori chez les malades en rémission profonde. C'est aussi une option. Moi, je le fais en particulier chez les malades qui sont réticents à l'arrêt. Je leur dis que peut-être une bonne stratégie serait d'espacer, et c'est un bon compromis. Mais je pense que par contre, moi, c'est dans ma pratique, quand on envisage un espacement, je ne le fais jamais, je le fais jamais sans contrôler les taux. Parce que la crainte, c'est quand même que vous ameniez votre patient à des taux indétectables de façon répétée. Imaginez que la pharmacocinétique de votre malade est telle qu'à 10 semaines, il n'a plus rien. 8 semaines, ça va, mais 10 semaines, il n'a plus rien. Et que vous le retraitez toutes les 12 semaines. Vous allez l'exposer à des taux nuls de façon répétée. Et ça, il y a quand même des bases immunologiques et quelques bases de données pour soutenir le fait que c'est probablement immunogène. Et que en fait la tolérance à un anticorps monoclonal, à une protéine externe si vous voulez, est en partie maintenue par la persistance de taux et que le fait d'avoir un effet on-off pourrait être quelque chose qui favorise l'immunisation. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme Benjamin le dit, il y a des études en cours sur les espacements, je pense que c'est envisageable, mais je pense que, moi dans ma pratique, je le balise avec des taux pour m'assurer qu'on ne descend pas, je ne sais pas comment dire, mais qu'on ne descend pas à des taux indétectables. Quoi. Mais du coup, ça veut dire que si on n'a pas les taux, ce qui est le cas de beaucoup de gens, parce qu'on sait que les taux en France ne sont pas remboursés encore, ça veut dire qu'on
Tu ne fais pas d'espacement. Si tu n'as pas les taux, tu fais de l'arrêt ou rien. Oui, exactement. Moi, je ne recommanderais pas l'espacement chez des malades chez qui on ne peut pas mesurer les taux, parce que je pense vraiment que, ça peut paraître un peu étonnant ou paradoxal, mais je pense que c'est plus délétère que de l'arrêter. Parce que je pense que vous créez vraiment une condition immunologique, à mon sens, qui a un potentiel immunogène, et plus que le fait de l'arrêter, quoi. Parce que vous répétez la situation avec des... C'est bon, monsieur? Oui, non, c'était une question. Vous n'avez absolument pas parlé des taux résiduels des anticorps, enfin surtout des taux résiduels quand vous décidez de désescalader un anti-TNF. Est-ce qu'en pratique courante, vous le faites ou pas? Ah oui, moi je le fais tout le temps, pour le coup. Parce que évidemment, si le patient est immunisé contre la biothérapie, je ne me pose pas la question de savoir si je dois le maintenir ou pas. Ça clôt déjà la discussion et ça peut arriver. Donc évidemment, on arrête un traitement qui ne sert à rien s'il y a des anticorps contre le traitement sans aucun problème. Après, pour les taux résiduels, honnêtement, c'est assez discuté. Les données sont hétérogènes sur est-ce que c'est mieux d'avoir des taux élevés ou des taux bas. Les études suggèrent plutôt que c'est les gens qui ont des taux bas qui ne vont pas trop rechuter. Mais c'est pas si simple. Donc moi, je le fais vraiment pour savoir si les gens ont des anticorps. Je crois que le taux résiduel en lui-même, pour l'arrêt de traitement, ne joue pas trop. Il joue, comme disait Edouard, pour l'espacement des doses. Mais pour l'arrêt de traitement, moi, le taux résiduel, je le note, mais j'arrête un peu quel que soit le taux résiduel tant qu'il n'y a pas d'anticorps. Oui, je suis d'accord. Et dans l'étude Story, où ça avait été étudié avec un ensemble d'autres paramètres, les taux résiduels ne sortaient pas en univarié. Donc à lui seul, ce n'était pas un facteur très informatif, c'était dans un modèle multivarié où on retrouvait les taux. Et comme Benjamin le dit, mais c'est assez logique, hein, les malades qui sont plus à risque de rechute à l'arrêt, c'est des malades qui ont des bons taux. Ben oui, parce qu'ils profitent du traitement. Le malade qui a des taux bas, probablement a une rémission qui est en partie indépendante du traitement. Et notamment, comme Benjamin le souligne, ça c'est quand même quelque chose d'important, un malade qui aurait des taux indétectables et des anticorps antimédicaments très hauts, il faut probablement arrêter le traitement, parce que ça c'est vraiment la situation typique où le traitement ne sert à rien, quoi. Donc là, ça c'est une information quand même utile. Vous vouliez poser? Pour l'espacement, vous avez la même attitude avec l'ADA? La même attitude avec l'adalimumab, est-ce qu'on mesure les taux et on regarde un petit peu? Moi, oui. Dès l'instant où on a les taux, moi, je me sers des taux, quel que soit l'anti-TNF. Ce qui est un peu compliqué avec les taux d'adalimumab, c'est qu'on ne sait pas toujours s'ils doivent être résiduels ou pas. Mais oui, je me sers de la même chose. Moi, une fois de plus, la stratégie d'espacement, je ne la propose pas beaucoup. Je pense que je suis plus, mais ça, c'est tout à fait discutable, vers l'idée de cycle. Quand les gens sont en rémission profonde, j'ai plutôt tendance à leur proposer l'arrêt de traitement. Les deux situations dans lesquelles je m'intéresse à l'espacement, c'est soit si le malade ne veut pas arrêter, ce qui est tout à fait normal et qu'il a des réticences, là proposer l'espacement c'est bien, ou soit chez des patients par qui le passé, l'arrêt ne s'est pas bien passé et j'ai dû reprendre le traitement assez vite, là peut-être s'ils reviennent en rémission, j'espace. Mais je pense qu'aujourd'hui on est plutôt vers l'idée d'arrêter les traitements. L'espacement se pose à mon avis moins en pratique clinique. Mais sinon c'est pareil pour quel que soit l'entité. Alors, il ne reste pas longtemps, mais on va peut-être traiter quand même les données sur l'arrêt de l'Immurel ou la diminution de la dose, parce qu'on l'a très peu fait jusque-là. On a beaucoup parlé de l'arrêt de l'anti-TNF. Ça a été abordé tout à l'heure. Hein, donc ça a été un peu abordé, mais je ne sais pas si, Edouard, tu peux nous parler oui, du coup, donc ça, c'était la première étude qui avait été publiée il y a maintenant une dizaine d'années par l'équipe de Louvain. Donc, ils avaient des malades qui étaient en rémission soutenue sous combothérapie, infliximab purine ou immunosuppresseur. Il y avait du métaux aussi dedans. Et vous voyez que le critère de jugement est important. Hein. Donc, le critère de jugement, ce n'était pas la rechute clinique. Donc la courbe actuarielle que vous voyez là correspond à la population de patients chez qui on n'a pas dû soit arrêter le traitement ou changer la dose. Et ça reflète un petit peu le fait que c'est une étude qui est en fait probablement rétrospective. C'est comme toujours l'équipe de Louvain est tellement bien organisée que même ce qu'ils font de rétrospectif a l'air d'être du prospectif, quoi. Mais le critère de jugement qu'on a là est probablement un critère qui reflète un jugement rétrospectif. Mais ce qu'on voit dans cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre poursuivre ou arrêter l'immunosuppresseur lorsque c'était en combo. Néanmoins, c'était un élément d'alerte, si vous voulez. Dans le groupe qui arrêtait l'immunosuppresseur, la CRP s'était élevée un tout petit peu, tout en restant dans les normes, c'est-à-dire qu'elle était passée, je pense, c'était de 2,5 à 3,5 milligrammes par litre, donc c'est des valeurs très basses, mais vous voyez qu'il y a un petit frémissement biologique, d'un moins bon contrôle biologique de la maladie, et les taux résiduels d'infliximab étaient plus bas.
Ce qui avait fait dire aux critiques, oui, mais c'est parce que la puissance de votre étude est insuffisante, votre durée de suivi est insuffisante, parce que si vous aviez eu tac-tac, vous auriez montré un effet. Mais donc voilà, c'était une première étude qui montrait que l'effet n'était pas majeur, si vous voulez. Et puis alors, il y a eu... ce qui était quand même très important dans l'étude de Louvain, c'est que c'était au moins 6 mois de combothérapie. Les patients qui avaient un arrêt de Limurel avant les 6 mois de combo, eux, rechutaient beaucoup plus. Ouais. Et en plus, c'était au moins 6 mois. Ça prenait en compte tous les malades qui avaient un arrêt à partir de 6 mois. Il y avait des patients qui avaient reçu 18 mois de combo, et dans cette étude, on voyait que plus la combo était longue, moins la rechute était importante. Donc c'est vraiment au moins 6 mois de combo avant d'envisager quoi que ce soit. Quand même. Et ça, c'est un élément aussi important, c'est que les malades qui développent des anticorps anti-infliximab le font surtout dans les 6 premiers mois, et un peu moins dans la première année de traitement. Mais donc, l'immunogénicité est un phénomène qui a tendance à être assez précoce dans le traitement. De sorte que quand vous faites une combinaison thérapeutique pendant une période d'au moins 6 mois, eh bien, vous protégez par rapport à cette période un petit peu critique, mais ça vous permet aussi, à ce moment-là, de juger du risque d'immunogénicité. Peut-être on peut mettre la diapo suivante d'abord, parce que c'est la suite de l'essai de Louvain. C'est une cohorte, en partie la précédente, mais aussi d'autres malades qu'ils avaient analysés là. Ce qui est très intéressant quand vous regardez ça, c'est qu'ils ont montré que le taux résiduel d'infliximab était prédictif du risque de rechute à l'arrêt de la purine ou de l'immunosuppresseur. Et que les malades qui avaient des taux résiduels d'infliximab supérieurs à 5 étaient des malades chez lesquels l'arrêt de l'immunosuppresseur n'entraînait aucune perte de réponse définitive. C'est la figure B avec les petits losanges noirs. Aucun malade ne perdait définitivement la réponse à l'infliximab. La figure au-dessus vous montre qu'il y a quand même quelques malades, des petits losanges noirs, qui devaient un peu augmenter la dose du traitement après avoir arrêté la purine. Par contre, si vous regardez les malades qui avaient des taux indétectables d'infliximab au moment de l'arrêt de l'immunosuppresseur, eh bien, eux, regardez, ils rechutaient tous, ils perdaient tous leur réponse. Donc ça, c'est une information, je pense, qui n'a pas encore été réellement validée, parce qu'il n'y a pas d'autres études qui aient été faites réellement qui montrent ça à ce stade, mais qui tend à montrer que, ce qu'on disait tout à l'heure, on atteint une durée de 6 mois. À 6 mois, on a passé, je dirais, l'orage immunogénique possible, et puis en plus, on peut mesurer ça. Et là, on est dans une zone un peu de sécurité. C'est-à-dire qu'un malade qui a des taux corrects résiduels à 6 mois, je crois qu'on est dans une situation confortable pour envisager l'arrêt de la purine. Et puis alors, si vous ne voulez pas arrêter la purine, c'est l'étude alors précédente que Xavier Roblin à Saint-Étienne avait faite, qui est très conceptuellement intéressante, c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas diminuer la dose de la purine en espérant aussi diminuer éventuellement les intolérances ou certains risques. Et ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, le risque de rechute lorsque vous diminuez la dose ne diffère pas de celui lorsque vous la maintenez complète. Ce qui change, c'est d'arrêter la purine qui, lui, augmente le risque. Et donc, il semble possible, effectivement, plutôt que d'arrêter la purine, de la diminuer. Mais je dirais encore là qu'il n'y a quand même pas énormément de données qui montrent qu'il y a un intérêt en termes de sécurité à la diminuer. Et moi, j'ai plutôt tendance soit à l'arrêter ou à ne pas l'arrêter. Et à baser ça, moi, sur l'étude de Louvain. Enfin, je ne sais pas comment tu fais, Benjamin. Non, moi, je suis d'accord. Je pense que pour les anti-TNF, à la rigueur, la diminution de dose peut se poser. Je crois que pour les immunosuppresseurs, soit on le maintient, soit on l'arrête. En dehors de patients qui ont une mauvaise tolérance à des doses élevées, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit si on baisse la dose, parce que par exemple on a une pancytopénie, etc., il n'y aura pas de problème à baisser la dose. Mais je crois qu'il faut se poser la question de baisser la dose de l'immunosuppresseur que si celui-ci n'est pas bien toléré en raison de sa dose. Sinon, soit on l'arrête, soit on le maintient s'il est bien toléré. Moi j'ai une question sur la combothérapie avec l'infliximab. Est-ce qu'elle doit être systématique? Je pense notamment aux sujets âgés, compte tenu des risques infectieux. Et est-ce que la combothérapie doit être proposée aux autres anti-TNF? Donc ça va pas du tout être possible de répondre comme ça, parce que c'est très compliqué comme question. Donc, en dehors des sujets âgés, moi je dirais que l'infliximab, toujours. La combothérapie initiale, comme le disait Édouard, c'est très bien montré par un papier israélien. Les anticorps, c'est dans les 3 premiers mois, voire les 6 premiers mois, et quand on met un immunosuppresseur, l'immunogénicité est extrêmement diminuée. Beaucoup moins d'anticorps contre l'infliximab. Donc je crois que oui, la combothérapie, c'est toujours avec l'infliximab. Je verrai après pour le sujet âgé. Pour l'adalimumab, c'est un peu plus compliqué. On a quand même des données qui montrent que la combothérapie est en général supérieure à la monothérapie, d'accord ? Mais c'est beaucoup moins clair qu'avec l'infliximab. D'une part parce que l'immunogénicité est moindre, d'accord ?
Et d'autre part, on ne sait pas bien pourquoi, les données sont quand même moins claires. Même si des données récentes ont quand même montré qu'en termes de taux résiduel, on était à peu près mieux en combothérapie. Donc moi, en pratique clinique, je mets toujours de la combo avec l'infliximab. Et l'adalimumab, les patients qui ont des maladies sévères, c'est clair que je mets de la combothérapie. Des gens qui ont une maladie franchement modérés, qui ne sont pas déjà sous immunosuppresseur, je vais le démarrer en mono. Si l'immunosuppresseur est déjà installé, quand j'introduis l'anti-TNF, je continue toujours l'immunosuppresseur. Si le malade est naïf, je mets toujours un immunosuppresseur avec l'infliximab. Et avec l'ADA, je le mets si la maladie est sévère, et je ne le mets pas si la maladie est minime à modérée, ou chez les gens âgés. Donc, chez les personnes âgées, l'ADA, je le mets en monothérapie, comme chez les gens jeunes. L'infliximab, chez les personnes âgées, c'est difficile à dire, mais moi, je mets quand même plutôt une combothérapie en dehors de rares cas. Je ne sais pas, Edouard, si... Exactement pareil. Et étant entendu que, comme on l'a dit il y a un instant, le fait qu'on mette une combothérapie systématique avec l'infliximab ne veut pas dire qu'au bout de 6 mois à 1 an, on ne va pas arrêter. Mais la combothérapie initiale est probablement, quand même, a été montrée dans pas mal d'études, extrêmement importante avec cette molécule. Parce que le vrai problème, c'est l'espérance de vie de la molécule. Si on démarre en monothérapie, l'infliximab va être très courte, parce que l'immunogénicité va concerner beaucoup plus de la moitié des malades. Et donc, du coup, on ne va pas pouvoir maintenir la molécule. Donc, même chez quelqu'un de 68 ans, si c'est pour mettre de l'infliximab pendant 13 mois, c'est pas très intéressant. Exactement. Donc, je pense que la combo doit un peu toujours se faire en dehors vraiment de gens avec un terrain très, très fragile. Je crois que c'est toujours la combo infliximab. En revanche, l'ADA, il y a vraiment une place pour la mono, je pense justement chez les sujets âgés ou chez les maladies minimes à modérées. Ce qui veut dire que quand on doit mettre un anti-TNF et que pour une raison ou une autre, on ne veut pas mettre une combo, ben on a plutôt tendance à mettre de l'adalimumab. Voilà. Et dans l'RCH, de l'ADA ou du Goli. Ouais. Il y avait une question chez les gens très jeunes. La combothérapie chez les gens très jeunes. Alors ça c'est pareil, c'est un peu plus difficile de répondre. Il y avait vraiment le problème chez les sujets jeunes des lymphomes T hépatospléniques. D'accord, ça c'était ce qui était très anxiogène avec la combothérapie. Mais des données plus récentes de la FDA ont montré qu'en fait il y avait des lymphomes T hépatospléniques sous thiopurine seul dans un tiers des cas. Sur tous les lymphomes T hépatospléniques, il y en avait quand même un tiers qui avait que des thiopurines. Donc je pense que chez les gens jeunes, moi j'ai pas de différence à l'introduction. La combothérapie toujours avec l'infliximab. En revanche, on essaie vraiment de la donner moins de 2 ans chez les sujets jeunes. Mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose par rapport aux autres. On essaie de l'arrêter dès que le patient est en rémission profonde et qu'il a reçu au moins 6 à 12 mois de combo. Je ne sais pas, Edouard, si là aussi tu as une étude. On a répondu à votre question. Alors peut-être pour terminer, parce qu'on arrive au bout, la rectocolite. Benjamin, est-ce qu'il faut faire pareil dans la rectocolite? Un mot? Alors bon, on ne peut pas répondre est-ce qu'on fait pareil ou pas dans la rectocolite parce qu'on manque beaucoup de données dans la rectocolite hémorragique. Il y a eu beaucoup plus d'études dans le Crohn et c'est ce que disait Laurent tout à l'heure. On s'est beaucoup intéressé au Crohn les 10 dernières années, moins à la RCH et là il y a beaucoup de protocoles pour la RCH. Donc on aura des réponses. Sur le risque de rechute, en revanche, les chiffres sont à peu près comparables. Il y avait cette étude qui montrait qu'en cas d'arrêt de l'infliximab dans la RCH, on a pareil, 40% de rechute à 1 an, 50% à 2 ans. C'est à peu près les chiffres du Crohn. Et cette étude espagnole qu'Edouard vous a déjà montrée incluait plus de 1000 malades. La majorité étaient des Crohn, mais il y avait des RCH. Et on voit qu'en gros, le taux de rechute, 17%, 19% par an Crohn RCH, on a quand même des taux de rechute à peu près équivalents. Donc, c'est assez compliqué, honnêtement, de donner un message clair pour la rectocolite hémorragique. Je pense que si un malade a fait une colite aiguë grave, c'est toujours très difficile d'aller diminuer les traitements parce que là, l'enjeu, c'est la colectomie. En revanche, chez un malade qui a une maladie modérée, moi, je fais pareil. Dès l'instant où la rémission profonde, c'est-à-dire endoscopique, pas histologique, on n'en est pas jusque-là, est atteinte, j'envisage la désescalade et dans la même mesure plutôt l'immunosuppresseur. Et la discussion, pour moi, devient à peu près la même. Mais je ne sais pas, Edouard, si... Je suis d'accord. Je pense qu'on peut conclure là-dessus et je crois qu'on a atteint le temps. On doit arrêter. Voilà. Donc bonne fin de réunion. Vous ne pouvez pas regarder la salle en regardant votre portable en permanence. Pardon, excusez-moi. J'étais là-bas. Tu...
J'ai